Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce qui se cache exactement derrière ce temple vieux de 3000 ans qui abrite encore des idoles mystérieuses et qui inspirent d'étranges rituels. Les ruines de la culture de Chavin se dressent ici depuis 2500 ans. Et pourtant, nous sommes les premiers à y consacrer un documentaire entier. Comment cet empire a-t-il pu s'imposer sans armes et sans soldats? Était-ce une douce société utopique ou au contraire une terrifiante expérience de manipulation des esprits? Mon enquête me conduira dans de longs tunnels secrets au cœur de la forêt amazonienne et près des chamans modernes qui pratiquent encore des rites obscurs. Une dernière chose, le temple maudit existe vraiment. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. C'est un peu effrayant. Je suis venu en Amérique du Sud pour mener l'enquête sur une stèle mystérieuse vieille de plusieurs milliers d'années. Selon certains, cette stèle détient la clé de l'énigme posée par un fascinant temple souterrain qui abritait des cérémonies d'une étrange perversion. L'une des plus originales des civilisations précolombiennes va nous livrer ses secrets. Bonjour, je m'appelle Josh Bernstein et j'enquête sur ce qui était peut-être un véritable temple maudit. Mon voyage débute ici, à Lima, au Pérou. Je suis venu ici pour voir une ancienne idole sacrée, peut-être le plus précieux des bas-reliefs d'un pays riche en trésors archéologiques. C'est l'obélisque de Telio. Le monolithe est la pièce maîtresse du Musée national d'archéologie. C'est un énorme bloc de granit sculpté dont les images s'imbriquent les unes dans les autres, comme sur une tapisserie. Le professeur Guillermo Koch, l'un des meilleurs spécialistes de l'Antiquité péruvienne, m'explique le rôle crucial joué par le monolithe dans l'ancienne culture de Chavin. Il comporte les éléments principaux qui étaient à la base de l'idéologie de Chavin, la religion de Chavin. Cet obélisque était considéré comme un dieu? C'est pour ça qu'il est sacré? C'est pour ça que les gens de Chavin le priaient? C'est tout à fait possible. Certains pensent que c'était un genre de divinité et que les gens venaient, ils priaient et ils lui apportaient des offrandes. C'est un élément très important de la culture de Chavin. C'est le grand archéologue péruvien Julio Telio qui découvrit l'obélisque au milieu des ruines d'un gigantesque ensemble de temples, à 400 km au nord de Lima. C'est lui qui nomma cette civilisation culture de Chavin, d'après le nom du village le plus proche, Chavin de Huántar. Chavin s'est développé entre le début du premier millénaire et le 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus anciennes et des plus mystérieuses cultures du Pérou. Le monolithe était érigé au centre de la place circulaire, au cœur même du complexe religieux. Telio pensait que le monolithe détenait la clé des mystères de Chavin et des événements qui s'y déroulaient. L'image principale gravée sur l'obélisque est celle d'un caïman, le cousin sud-américain du crocodile. On y trouve aussi de nombreux serpents. La gueule d'un félin qu'on pense être un jaguar. Des plantes, du manioc, des cacahuètes et des piments. Je suis convaincu que, vu la complexité des éléments, cette pierre porte un message. C'est comme une Bible, comme une ancienne Bible pour ces gens. On sait que c'est important, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un code que nous devons déchiffrer si nous voulons comprendre ce qu'il veut dire. D'après Guillermo, le plus étrange, c'est que les images gravées sur le monolithe ne se réfèrent pas aux montagnes des Andes où il a été trouvé, mais à la jungle amazonienne. Seulement voilà, la jungle est très éloignée de Chavin.
À la grande époque de Chavin, c'était un voyage pénible, à pied ou à dos de lama, qui prenait 6 jours. Il fallait escalader des hautes montagnes avant de redescendre dans une jungle impénétrable. Alors pour quelle raison un peuple qui vit à 4000 mètres d'altitude dans les Andes ferait-il des animaux de la jungle les principaux personnages de sa mythologie? D'après Guillermo, si le code de l'obélisque peut être déchiffré, c'est dans la jungle qu'on trouvera la solution. Mon point de départ sera Iquitos. C'est une ville commerçante sur l'Amazone, à 800 km de Chavin de Huántar. La ville est prospère. Les produits du monde entier arrivent ici par bateau. J'ai rendez-vous avec Richard Fowler. C'est un naturaliste et un aventurier. Mais ici, c'est une légende. À Chavin, de nombreuses cultures évoquent des animaux et des plantes de la jungle. Je voudrais explorer la jungle et j'espère voir certaines de ces espèces. C'est possible? Vous voulez partir quand? Là, maintenant. Je suis naturaliste. C'est mon truc, les plantes, les animaux, l'Amazone. Allons-y. D'accord. Tout en remontant l'Amazone, je repense à ce que m'a dit Guillermo. De nombreux archéologues, dont Julio Telio, ont vu dans le monolithe un mythe des origines. Le caïman a donné naissance à l'univers de Chavin. Ses animaux, ses plantes, ses habitants. Mais pourquoi avoir choisi précisément ces plantes et ces animaux pour les représenter sur l'obélisque? Le long de la rivière, nous allons voir un champ cultivé par la tribu indigène de la région, les Bora. Les plantes cultivées ici apparaissent toutes sur le monolithe. Le yucca, ou manioc, comme on l'appelle parfois, et les piments. Est-ce que ces plantes poussent aussi en altitude ou bien elles viennent uniquement d'Amazonie? Ce sont toutes des plantes tropicales qui poussent bien sur des sols pauvres. Mais alors si elles poussent mal en altitude, pourquoi occupent-elles cette place centrale sur l'obélisque de Telio? Essayez. C'est la bonne couleur? Oui, c'est la variété comestible. Ah la vache! Épicé! C'est fort. Je vois pourquoi les piments ont tant impressionné les peuples de l'Amazone. C'est vraiment très puissant. Le manioc est la base de la nourriture indigène. Ces plantes ont eu une importance vitale ici. C'est le produit plein d'amidon de l'Amazonie. Mais ces plantes ne poussent pas dans les montagnes qui entourent Chavin. Alors pourquoi se retrouvent-elles sur l'obélisque? C'est très étrange. Sucré. Merci. Le mystère grandit. Julio Telio et des générations d'archéologues après lui ont fourni une explication très simple. La culture de Chavin est le fait de gens qui, à l'origine, avaient émigré depuis l'Amazonie. Ils apportèrent avec eux la mémoire des choses de la jungle qui étaient importantes à leurs yeux. Comme le caïman, par exemple, qui est l'image principale de l'obélisque. Richard m'emmène le découvrir. Il paraît qu'il y en a un de 2 mètres ici. J'aimerais l'attraper pour vous. Il y a plein de petits, ce ne sera pas difficile d'en attraper un petit, mais je voudrais attraper le gros pour vous. Et c'est comme ça que Richard a capturé de gros caïmans autrefois. Et il pense qu'il y en a encore d'énormes dans ces eaux boueuses. Mais les seuls que j'ai aperçus jusqu'à présent sont à peine plus grands que des gros lézards. Il y en avait un là, il y a un instant. Je ne suis pas franchement convaincu par la méthode. Il faut du doigté. Je ne vois rien. Quelque chose? De la boue. Super. Jusque-là, Richard n'a accumulé que quelques feuilles, un peu de boue et beaucoup d'agacement. J'ai l'impression d'être un démineur.
sont insaisissables. Toujours une longueur d'avance sur nous. Et soudain, C'est pas le gros que je voulais, mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air impressionnant. Pas vraiment une figure mythique. je vous ai attrapé un caïman brun, l'une des 3 espèces qu'on trouve ici au Pérou. Je peux le tenir? Oui, tenez, prenez-le. Comment je fais? Prenez-le par la tête. Tenez-le bien derrière la tête et serrez fort à la base de la queue. N'approchez pas votre visage de sa gueule. Ce caïman est plutôt mignon, mais pas très amical. N'approchez pas votre visage. J'ai un peu de mal à imaginer que cette bestiole puisse être le personnage principal d'une Bible. Mais Richard m'assure qu'il a des frères et sœurs d'une taille beaucoup plus impressionnante et qu'ils peuvent être beaucoup plus dangereux. En Amazonie et dans toutes les régions tropicales où on trouve des sauriens, ces animaux ont un pouvoir symbolique très important. Ils représentent le danger, l'agressivité, la force, et les habitants ont peur d'eux. Pourquoi ils ont peur d'eux? Ils mangeaient les gens? Ils les ont vus qui attrapaient d'autres animaux, et ils ont peur d'être mangés eux aussi. Et ça, c'est un petit. C'est un bébé. Un bébé? Oui, il doit avoir 2 ans, 2 ans et demi. Et il y en a qui font 2 mètres et même parfois 4 mètres. Le caïman noir peut mesurer jusqu'à 4,50 m. Ils ont une force incroyable. Et bien entendu, certains des animaux que vous recherchez ont cette force symbolique. Des plantes fortes, des symboles forts, des animaux forts. Moi, j'imagine qu'un caïman de 4,50 m, ça doit être assez terrifiant. Richard m'emmène plus profondément dans la jungle à la recherche d'autres animaux. La végétation est de plus en plus dense. Hé, Josh, Là, Richard me surprend. j'ai quelque chose pour vous. Voilà vraiment un animal de légende, un symbole respecté de puissance, un anaconda. L'anaconda est le plus grand serpent du monde. Il peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long et 1 mètre de diamètre. Celui-ci mesure environ 3 mètres et il pèse son poids. Faites attention, ils mordent parfois. Ils sont agressifs? Et ils se défendent. Quand on s'approche trop près, ils mordent, ils vous frappent. Et revenons à la peur des gens. Il y a une raison pour qu'ils craignent l'anaconda? Oui, ils le craignent parce que l'animal grossit de plus en plus. Il y a des récits de gens dévorés, des jeunes enfants ou des femmes de petite taille. Donc si on se replace à l'époque de Chavin, tous les habitants de la jungle craignaient l'anaconda. Bien entendu, c'est l'un des animaux les plus mythiques ici. En Amazonie, la légende veut que l'Amazone soit un gigantesque anaconda et ses affluents des bébés anacondas. Maintenant, je vois ce que Richard veut dire quand il parle d'animaux mythiques. Un serpent aussi imposant devient un symbole très puissant. Assez puissant pour représenter l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Pour qu'il l'ait représenté sur leur monolithe, c'est que le serpent devait revêtir une aussi grande importance pour les gens de Chavin. Julio Telio pensait que ces représentations nées de la jungle prouvaient que les habitants de Chavin étaient originaires de l'Amazonie. Mais Richard soutient une autre théorie, fascinante. Ce ne sont pas les gens qui se seraient déplacés, mais les idées. Les symboles venus de la jungle étaient si forts et si exotiques qu'ils furent adoptés par des gens pour qui ils étaient totalement étrangers. Pour découvrir la vérité sur les origines de Chavin, je sais où je dois aller maintenant. À Chavin de Huanta. Je vais étudier la façon dont les prêtres ont utilisé les images venues de la jungle afin de dominer la population locale. Et je vais vérifier si le véritable temple maudit a bien existé. J'essaie de découvrir le fonctionnement de la mystérieuse civilisation Chavin. Après avoir retrouvé les origines des gravures du monolithe en Amazonie, je suis maintenant dans les montagnes du nord des Andes, tout près de Chavin de Huanta. C'est un endroit isolé, à l'écart des circuits touristiques. À l'ouest, venant de la côte,
il faut emprunter 150 km d'une route tortueuse et escarpée pour y accéder. L'Est est barré par certains des plus hauts pics des Andes, qui culminent à plus de 6000 mètres. Ici, à Chavin de Huántar, l'héritage des lointains ancêtres incas est partout apparent. On parle le quechua, l'ancienne langue inca, et on pratique l'agriculture traditionnelle. Malgré tout, il y a peu de points communs avec la jungle amazonienne où j'ai cherché la source des gravures du monolithe. Le site ancien n'est qu'à quelques pas de la ville moderne. Vieille de plus de 2500 ans, les ruines sont magnifiques. Le cœur du complexe est un vaste temple construit en blocs massifs qui s'élève à près de 20 mètres de haut et qui domine un ensemble de places d'une dizaine d'hectares. Pour mieux comprendre Chavin, j'ai fait la connaissance de Rosa Rick de l'université de Stanford, qui est ici la codirectrice du projet. Partout sur le site, on peut observer des représentations d'animaux de la jungle, des jaguars, des serpents. Pourquoi ici, dans ces montagnes? Les liens qui existent entre l'Amazonie et Chavin ne sont que l'un des nombreux mystères qui entourent cette civilisation. Chavin est un lieu complexe et impressionnant, mais je remarque une étrange absence. Rosa, je suis ébloui par la beauté, la puissance, toute cette richesse qui caractérise Chavin. Et pourtant, je ne vois pas de fortification. Il y en avait? Non, Il y avait une armée? non. Mais alors, comment faisait-il pour protéger toutes ces richesses sans armée? C'est une excellente question. Après des années de fouilles et de recherches, on commence à entrevoir la vérité. En fait, c'est la nature même du lieu qui donne l'explication. Chavin était un grand centre de cérémonie. C'est ici que la population de toute la région des Andes se regroupait. Ces gens venaient de loin? Ils faisaient des centaines de kilomètres pour venir ici. Donc c'était un centre de pèlerinage majeur, comme la Mecque. C'est exact. C'était un centre religieux. Qu'est-ce qui pouvait bien amener des pèlerins jusqu'à cette vallée inaccessible en haute montagne? Les archéologues se demandent si ce n'étaient pas les rituels hypnotiques pratiqués sur la place centrale qui attiraient ces centaines, voire ces milliers d'adorateurs. L'organisation de ces rituels relève de ce que nous appellerions un événement multimédia. Les prêtres avaient pensé à tout pour impressionner et perturber leurs adeptes. Achetés à grands frais très loin d'ici, les conques marines mugissaient comme des trompettes du haut des temples, et leurs sons graves se répercutaient de paroi en paroi. Il y a 5 ans, l'équipe de Stanford a exhumé une vingtaine de ces conques décorées de magnifiques gravures. Les cérémonies tiraient leur force de la musique et des danses, mais pas uniquement. Rosa m'emmène jusqu'à la place circulaire, au centre du complexe, pour me montrer une ingénieuse astuce inventée par les prêtres. D'après Rosa, ils avaient endigué la rivière la plus proche et ils amenaient l'eau par un canal qui traversait tout Chavin. Et vous pouvez voir ce canal ici qui vient de là-haut en passant sous les marches. Il continue de couler et se divise en plusieurs branches à travers tout le centre cérémonial. Il agit comme un énorme haut-parleur, ça fait du bruit. On l'entend partout. Un bruit énorme. C'est un travail colossal, un chef-d'œuvre technologique. Plus de 3 km de canaux souterrains qui traversent l'ensemble du complexe religieux. Tout ça dans le seul but de renforcer l'effet produit par les cérémonies. Le bruit devait être assourdissant. C'est incroyable. Donc, tout cet espace avec le temple derrière nous et les torrents qui jaillissaient des canaux souterrains, tout cet espace devenait un centre de cérémonie?
Ouais, ça renforce l'idée que quelque chose d'important se passait ici. Tout à fait. C'est pour cette raison que Chavin n'avait pas d'armée. Le lieu était sacré. Chavin régnait par la puissance de ses rituels. Son statut de lieu de culte le protégeait de toute attaque. Les archéologues ont découvert des offrandes apportées par des adorateurs venus d'aussi loin que la côte Pacifique. La richesse des dons a permis le développement d'une population énorme pour l'époque. Plus de 3000 personnes vivaient ici. Une nombreuse communauté d'artisans pourvoyait aux besoins des prêtres. Des poteries de Chavin, des bijoux en or, des textiles ont été retrouvés à des centaines de kilomètres d'ici, aussi bien au nord qu'au sud de la ville. Le style de Chavin, avec ses dessins complexes et ses représentations animales, était répandu dans toute la région. C'était un empire culturel qui a dominé le Pérou pendant 800 ans, par la force et la persuasion de ses idées. Rosa me parle de la méthode qu'utilisaient les prêtres pour asseoir leur domination. Regardez-moi ça. C'est la représentation d'un prêtre. On peut voir sa coiffure et les serpents. Regardez la bouche avec les crocs, les mains avec les griffes. On observe qu'il tient un cactus de San Pedro. Rosa m'explique que correctement préparé, le cactus de San Pedro est un puissant hallucinogène. Si le prêtre le brandit dans son poing, c'est bien le signe de l'importance fondamentale du cactus dans sa religion. Là est la clé de son pouvoir, le secret de sa domination sur des milliers d'adorateurs et de pèlerins. Je vais tâcher de comprendre comment le cactus de San Pedro et d'autres drogues psychotropes ont été utilisés afin d'asservir le peuple de Chavin. Et je m'enfoncerai dans les sombres profondeurs des temples maudits. J'explore le Pérou en tentant de découvrir les secrets de la mystérieuse culture de Chavin. En manipulant les puissants symboles de la forêt amazonienne, les prêtres parvinrent à contrôler un état religieux dont les rituels élaborés se basaient sur la musique, la danse et l'ingestion de plantes hallucinogènes. Christian Messia, de l'université de Stanford, le co-directeur du projet à Chavin, m'en dit plus sur la façon dont les prêtres utilisaient les drogues hallucinogènes il y a 2500 ans. Les preuves archéologiques ne manquent pas. Oh là là, regardez-moi tout ça. À l'abri des intempéries, des dizaines de têtes de pierre qui étaient autrefois alignées sur la façade du temple. Il y en a une en particulier que je veux vous montrer. Oui, c'est celle-ci. Celle-ci, là? Oui. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous voyez ça? Ah, ça, oui. C'est de la morve. De la morve? Ok. C'est ça, oui. C'est un peu bizarre. Pourquoi cette personne est-elle représentée avec de la morve? Eh bien, quand on consomme des substances psychotropes par les narines, il y a de la morve qui coule. Ils ont donc décidé de représenter la morve sur cette sculpture. C'est ça, oui. Quel rôle jouaient ces substances hallucinogènes dans la société? Eh bien, ce que nous croyons ici, c'est que c'était un rôle très important. C'était un rôle si important que c'est représenté sur la façade du temple principal, à l'endroit le plus sacré de Chavin de Huántar. C'est la première fois que je vois une telle collection de têtes de pierre. Je demande à Christian de me montrer où elle se trouvait il y a 2500 ans. Seule une tête occupe encore son emplacement original. Cela faisait partie de tout un mur. Elles étaient insérées dans ces trous qu'on voit le long du mur. Et cette tête, on les appelle des têtes clous, représente un état de transition entre un être humain et un jaguar.
Alors, c'est à moitié félin. Je vois les dents et la gueule d'un félin, mais j'imagine que le crâne et les yeux sont humains. C'est ça? Exactement. Bon, mais c'est quoi? Nous partons du principe que la divinité vivait dans un autre monde. Donc, afin d'atteindre cet autre monde, il faut consommer des substances qui vous y mèneront, qui vous mettront dans un état d'esprit tel qu'il vous guidera jusqu'à ce monde, afin que vous puissiez y pénétrer. Donc ça représente la transformation d'un être humain en félin. Exactement. Et on y parvenait en prenant une substance hallucinogène. Une société qui entoure son espace le plus sacré de sculptures d'hommes jaguars hallucinés et de la morve coulant de leur nez est pour le moins étrange. Et Christian ne m'a pas tout dit encore. Il y a à peine 2 jours, nous avons découvert ces tubes à inhaler. Il faut faire attention, très attention, ils sont très fragiles. Celui-ci, on l'a trouvé dans un canal. Un tube à inhaler? Oui, C'est un os? sans doute un os d'oiseau. Des dizaines de tubes à inhaler en os ont été découverts à Chavin. Souvent finement ciselés, ils étaient utilisés pour inhaler des drogues hallucinogènes pulvérisées. Les substances hallucinogènes étaient réduites en poudre à l'aide de mortiers et de pilons. Certaines de ces drogues venaient de la jungle amazonienne, comme les graines de yopo et la résine extraite de l'écorce du virola. Les informations que m'ont fournies Rosa et Christian changent totalement ma perception de Chavin et de ses rituels. L'histoire devient de plus en plus étonnante. C'est la saga d'un culte bâti autour de plantes hallucinogènes, le culte de Chavin. Les cérémonies qui se déroulaient en plein air n'étaient que le hors-d'œuvre. Partant de la place circulaire, Rosa m'entraîne en haut des énormes marches qui répercutaient le bruit assourdissant des torrents qui dévalaient des canaux. Il y a 2200 ans, les prêtres grimpaient ces mêmes marches pour conduire quelques initiés soigneusement sélectionnés à l'intérieur du temple maudit. Et bien entendu, chaque temple maudit se doit d'abriter une idole terrifiante, cachée dans ses profondeurs. La partie supérieure du temple n'est en fait que l'entrée de ce gigantesque labyrinthe souterrain. D'énormes blocs de granit forment les murs de ces tunnels qui s'étendent sur plus de 3 kilomètres. Est-ce qu'il y avait des bougies dans ces tunnels? Il n'y a aucune preuve de l'utilisation de bougies à cette époque. Il n'y a pas de traces de fumée sur les murs. C'est un peu effrayant. Je suis surpris par ce que vient de me dire Rosa. J'ai emprunté des tunnels semblables au Mexique et en Égypte. Et on y a presque toujours trouvé des preuves de l'utilisation du feu pour s'éclairer. Sans torche, comment pouvaient-ils voir où ils allaient? Dans ces tunnels, sans apport de lumière, l'obscurité est totale. Est-ce qu'on sait ce qui se passait dans ces pièces ou dans ces couloirs? Il est possible qu'ils aient été utilisés afin d'y amener certains des initiés pour briser leur volonté. Là, on parle du culte de Chavin. Les initiés étaient rassemblés dans l'obscurité afin d'être reprogrammés par les prêtres. C'est exact. Selon Rosa, c'est un procédé psychologique classique. On désoriente les adeptes afin de mieux leur laver le cerveau et afin de les préparer à ce qu'ils vont découvrir. Waouh, le voilà. Voici la divinité suprême de Chavin. Un dieu sculpté dans la pierre, éclairé par un seul rayon de lumière qui descend par une minuscule conduite d'aération. Les archéologues l'ont baptisé El Lanzon, la lance, à cause de sa forme effilée. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu.
Un visage massif, soigneusement sculpté, dont les lèvres se retroussent dans un perpétuel rictus. Les initiés empruntaient donc ce long couloir obscur. Ils sont dans un état de conscience altéré par les drogues, et ils arrivent ici et ils se retrouvent face à face avec ce dieu qui a l'air d'un cinglé. C'est vraiment un personnage très impressionnant. Ça devait être une expérience écrasante. Ce devait être un mélange psychédélique de terreur et d'admiration. Dans l'obscurité, le grondement des torrents qui dévalaient les canaux acoustiques tout proches devait ajouter un élément d'angoisse presque intolérable. C'est un bruit de tempête. En plus de tout ce qu'il devait supporter, il y a ce rugissement de l'eau devant le dieu. C'est une raison de plus de craindre ces personnages. Le dieu s'adresse à eux. Je peux à peine imaginer ce qu'ils ont éprouvé. Tout cela semble si bizarre. L'utilisation subtile des hallucinogènes, les cérémonies rituelles dans le noir, les tunnels souterrains, le lavage des cerveaux. Avec de pareilles techniques, comment Chavin a-t-il pu construire son aura d'empire culturel? Rosa m'indique que je peux m'en rendre compte par moi-même, car les techniques utilisées par les prêtres de Chavin sont encore en usage de nos jours, sur la côte pacifique. Nous allons découvrir un rituel antique encore exécuté aujourd'hui. Ce cactus nous permettra-t-il de comprendre comment le culte de Chavin a pu contrôler un empire en utilisant des drogues plutôt que des lances? Ces sculptures gravées sur un monolithe m'ont d'abord entraîné dans la jungle amazonienne, puis dans les profondeurs d'un temple maudit vieux de 3 millénaires. J'ai appris que l'existence même de Chavin dépendait de cérémonies religieuses basées sur l'usage de nombreuses plantes hallucinogènes. Mais quel était leur effet? Je suis sur la piste d'une plante hallucinogène appelée le cactus de San Pedro. Je vais à 200 km de Chavin, jusqu'à la vieille cité coloniale de Trujillo, près de la côte pacifique. Trujillo est une ville animée et prospère qui, à part dans son architecture, a tous les aspects de la modernité. Est-il possible que des traditions religieuses qui remontent 3000 ans en arrière à Chavin soient encore vivaces ici aujourd'hui? J'ai rendez-vous sur la place principale avec Doug Sharon de l'Université de Berkeley en Californie. Si vous êtes prêt, on peut aller voir une curandera au marché. Doug m'emmène voir Julia Calderon. C'est une curandera, une guérisseuse moderne. Certains les appellent des rebouteux. Le père de Julia était un curandero célèbre et elle perpétue la tradition familiale. Julia nous entraîne dans le marché de Trujillo. On y trouve des légumes et des fruits, des vêtements, du matériel électronique, en fait pratiquement tout. Nous arrivons devant une boutique spécialisée dans les fournitures pour curanderos, comme le cactus San Pedro par exemple. Mais l'achat d'un cactus n'est pas si simple, c'est comme un grand vin, il doit être à maturité et venir d'un terroir renommé. Celui-là est bon? Oui, c'est un bon. Ceux qui ont des entailles sont les meilleurs car ce sont les plus mûrs. Nous repartons avec 4 cactus. Mais ce n'est que le commencement. Il nous faut aussi du parfum. Beaucoup de parfum. Et un tabac spécial très fort. Oui, c'est du tabac noir qui vient de la jungle. Oui, c'est très fort. En fin d'après-midi, nous arrivons dans un quartier tranquille. L'océan est à peine à quelques rues de là. Tout semble parfaitement normal.
préparatifs de la soirée débutent immédiatement, avec les ingrédients tout juste achetés au marché. Les cactus sont mis à cuire. C'est le jus qu'on avale, qu'on boit pendant le rituel. Julia prépare sa mesa, la table qui rassemble tout ce qui lui sera nécessaire pendant la cérémonie. Les images de Jésus côtoient celles d'anciens guérisseurs. Il y a du tabac trempé dans de l'eau, des parfums, de la farine de maïs et des bâtons de guérison, chacun doté d'un pouvoir différent sur telle ou telle maladie. Il y a aussi un cercle magique, avec une étoile à 6 branches, à l'intérieur duquel le patient doit se tenir pendant la procédure. Cet homme pense avoir été ensorcelé. Son sens de l'équilibre en a été affecté. Il a du mal à rester debout et concentré. La cérémonie a toujours lieu la nuit. Julia purifie les 4 coins de l'espace rituel avec du jus de citron vert et du parfum. Après la purification du patient, Julia invoque les bâtons, cherchant à déterminer celui qui conviendra. Vient le moment d'ingurgiter le jus de cactus. Cela fait partie d'une expérience collective destinée à soulager le patient. D'abord Julia, puis son assistant. Les patients, Doug, et finalement moi. Ça a le goût d'un thé amer, un peu terreux. Pourquoi 3 fois le tour de la tête avec le verre? Je n'en sais rien. Mais comme tout le monde l'a fait, le jus de cactus est censé ouvrir le patient à ce qui est caché à l'intérieur de lui-même. Il doit aussi permettre à Julia de comprendre ce qui cause ses problèmes. À mesure que le San Pedro produit son effet, Julia entre en transe. Elle perçoit un complot qui a pour but d'ensorceler son patient. Elle voit une femme. Elle voit une femme qui peigne sa chevelure vers la gauche. Je crois qu'elle a dit qu'elle est très proche de son chef. Il y a aussi un homme. Donc la plupart des gens qui viennent ici viennent pour des problèmes qui ne sont pas nécessairement physiques, Non, pas du tout. mais plutôt des problèmes spirituels. Psychologique, C'est donc plutôt une purification spirituelle. c'est ça. Ce que Julia traite, ce sont précisément des troubles que la médecine occidentale ne reconnaît pas. Les charmes, les sortilèges, les énergies négatives. Julia a confié au patient le bâton approprié qui lui permettra de retrouver son équilibre et sa place dans le monde. Elle lui prescrit ensuite un traitement. Fais très attention. Ils n'acceptent pas de nourriture de qui que ce soit. Ils mettent quelque chose dans sa nourriture. Ils ont fait ça pour se venger. C'est une malédiction fréquente ici dans le Nord. Au cours de la cérémonie, tous les participants, excepté Doug et moi, ont versé une décoction de tabac dans leurs narines. Cela me rappelle les têtes d'hommes jaguars que j'ai vues à Chavine. Celles qui ont de la morve qui leur coule du nez. À Chavine, ils prenaient des substances qui leur faisaient quasiment exploser les cloisons nasales.
Ici, on se met du tabac dans les narines. Nous ne savons pas s'il faisait ça aussi à Chavin, mais nous savons que le tabac n'est pas un rite chrétien. C'est absolument lié à la culture des indigènes. Et l'origine principale du tabac dans le Nouveau Monde, c'est le versant est des Andes, exactement au cœur de la région. Je ne savais pas ça. Doug est convaincu que ces rituels peuvent nous apprendre beaucoup sur Chavin. Quand on observe les cérémonies ici, malgré les persécutions et l'Inquisition, et après 500 ans de domination coloniale, les curanderos et les curanderas ont gardé beaucoup de prestige auprès de la population locale. Les gens viennent de partout pour voir ces guérisseurs. Je pense que c'est la preuve qu'il existe une continuité autour du San Pedro, qui remonte jusqu'à Chavin. Et je crois que la raison pour laquelle Chavin a eu tant de succès comme centre de culte, c'est parce que c'était bâti sur une tradition fortement enracinée, comme elle l'est encore aujourd'hui. Et c'est en s'appuyant sur cette très forte tradition qu'ils ont pu y ajouter une superstructure politique. C'est un élément très important de ce qu'était Chavin. Et l'un des éléments les plus importants était le San Pedro. Oui. Ce soir, j'ai pu constater par moi-même l'incroyable force de persuasion de ces rituels. Cette tradition chamanique que perpétue Julia pour soulager ses patients est la même que celle qu'exploitaient les prêtres de Chavin afin d'asseoir leur pouvoir absolu sur la société. Ayant participé à une cérémonie religieuse guidée par un éminent anthropologue, j'ai eu la chance unique de vivre quelque chose d'assez semblable à ce que vécurent les initiés de Chavin. La drogue contenue dans le jus de cactus a fait son effet maximum environ 3 ou 4 heures après que j'ai bu le verre de San Pedro. J'ai commencé à être très sensible à la lumière. Je voyais un halo autour de chaque lampe. J'étais revenu ici dans ma chambre et je me disais... Bon, qu'est-ce que ça a dû être pour les gens de Chavin de se sentir comme ça, dans l'obscurité. C'est un peu bizarre, mais voilà ce que j'ai fait. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai éteint la lumière. Parce que je pensais à Chavin, où tant de choses sont basées sur l'obscurité. J'ai posé une serviette par terre devant la porte pour empêcher au maximum la lumière d'entrer, et puis en pensant à El Lanzon et au rugissement de l'eau dans les canaux acoustiques, j'ai ouvert le robinet de la douche. Donc j'avais l'eau qui faisait tout ce bruit en tombant dans la baignoire. J'étais dans une obscurité totale et je pouvais voir parce que mes pupilles étaient complètement dilatées. Je voyais tout alors qu'il n'y avait pratiquement pas de lumière. Et ça m'a fait comprendre qu'à Chavin, le monde de l'obscurité n'était pas un monde où il ne voyait rien. Sous l'effet du San Pedro, le monde souterrain devenait visible. On pouvait tout voir. Maintenant, je sais enfin comment les prêtres de Chavin pouvaient conduire une cérémonie complexe dans le noir. Au 5e siècle avant notre ère, la puissance de ces cérémonies hallucinatoires était telle qu'elle avait permis l'instauration d'un empire culturel. Sans l'aide d'aucune armée. Nous allons partir à la découverte des origines du temple maudit de Chavin. Chavin était-elle la seule civilisation du Pérou qui faisait usage de drogues psychotropes afin de contrôler la population? Nous avons déchiffré les symboles gravés sur un monolithe sacré afin de comprendre comment une ancienne civilisation andine a prospéré à Chavin pendant 800 ans, sans armée pour la protéger et sans fortification. À Chavin, j'ai appris de quelle façon les prêtres accomplissaient des rituels complexes basés sur l'absorption de drogues hallucinogènes pour asseoir leur domination sur le peuple. J'ai participé à la version moderne de l'une de ces cérémonies anciennes.
et j'en suis revenu avec une compréhension plus grande du pouvoir des prêtres. Mais la maîtrise systématique des cerveaux était-elle propre à Chavine? Pour répondre à cette question, je fais les 400 kilomètres qui me séparent de Caral, un site antique peu connu dans la vallée de Soupé. J'y retrouve Guillermo Koch. Il m'explique que Caral a été découverte en 1905 quand un archéologue a remarqué d'énormes monticules dans le désert. À Caral comme à Chavine, on trouve une place circulaire, mais beaucoup plus grande. Le site de Caral est aussi beaucoup plus ancien que celui de Chavine. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à l'époque des grandes pyramides d'Égypte, cette ville ici était florissante. Les archéologues ont pu dater les lieux avec une grande précision, 2600 ans avant notre ère, soit 1600 ans avant Chavine. Caral ressemble à Chavine sur de nombreux points. Comme Chavine, Caral était un important centre de cérémonies religieuses. Caral semble avoir été dépourvu de fortifications. Comme à Chavine, les archéologues y ont aussi découvert des tubes à inhaler, la preuve de l'usage rituel d'hallucinogènes. Ces similitudes font penser qu'une culture de type Caral est peut-être à l'origine de Chavine. Il y a toutefois une grande différence. Contrairement à Chavine, qui se situe en haute montagne, Caral n'est qu'à une journée de marche de l'océan. Caral disposait donc d'une ressource économique qui manquait à Chavine, le poisson. À l'époque de Caral, les poissons étaient très abondants dans l'océan Pacifique. Le courant de Humboldt, qui remonte des profondeurs, rend ses eaux glaciales mais riches en poissons. Cette côte est l'une des meilleures zones de pêche du globe. Les richesses de l'océan et des nouvelles techniques de pêche, mais aussi l'invention de ces bateaux de roseaux, permirent l'essor de la population qui à son tour conduisit au développement de sociétés complexes comme celle de Caral. Ces bateaux ont peut-être constitué l'innovation technologique qui a déclenché l'éveil de la civilisation péruvienne. Ça sera ma rame. N'est-il pas incroyable que les pêcheurs utilisent encore aujourd'hui les mêmes techniques? Je vais voir comment ça marche. Croyez-moi, l'océan Pacifique, l'hiver, l'eau est froide. Ces bateaux se comportent un peu comme des grands kayaks. Ils sont très faciles à manœuvrer. Aujourd'hui, nous sortons en mer seulement pour le plaisir, mais les vrais pêcheurs passent toute la journée sur l'eau et conservent leur prise à l'arrière du bateau. Il y a des milliers d'années, ces petites embarcations parfaitement adaptées à la navigation côtière ont permis à leurs ancêtres de vivre de leur pêche. Le plus amusant, c'est de revenir au bord. Plus besoin de ramer, il suffit de glisser sur les vagues. C'était super, gracias. Des communautés de pêcheurs s'égrènent tout le long de la côte. Et tout le long de la côte, les archéologues ont découvert des civilisations qui, comme celle de Caral, ont vécu des richesses de l'océan. Grâce à l'étude de Caral, l'origine de Chavine et celle de toutes les civilisations andines deviennent plus claires. Guillermo m'emmène voir un site encore plus ancien, situé à 120 km au nord de Caral, la Saldas. Ici aussi, on remarque des similitudes avec Chavine. Ça, c'est la place circulaire qu'on a déjà vue sur d'autres sites. Exactement, celle-ci est très complexe. Ça a l'air assez peu fouillé. Oui, ça a été très peu fouillé, il y a environ 40 ans. On a pris quelques échantillons et c'est tout? Exactement. Avons-nous une preuve qu'il y a eu un lien entre Chavine et la Saldas? Utilisait-on ici des drogues hallucinogènes?
Les foules se réunissaient-elles sur la place circulaire pour des rituels de masse? La réponse est simple. Nous n'en savons rien. Ce sont des traces de feu ici? Pour la cuisine. C'était le coin cuisine. Des milliers d'années de cuisine. Ça n'attend que ça d'être exploré. En tant qu'archéologue, ça ne vous rend pas furieux? Moi, j'en ai l'eau à la bouche. Il y a encore tant à découvrir ici. Qui sait quel secret se cache enfoui dans le sable? Nous arrivons enfin au sommet du site archéologique. D'un côté, une falaise abrupte plonge dans l'océan, quelques centaines de mètres plus bas. De l'autre, l'énorme bâtiment s'étend vers le désert sur presque 800 mètres. Seule une civilisation développée pouvait construire une telle structure. D'après Guillermo, les découvertes les plus récentes semblent indiquer un lien entre ces ruines et Chavin. Cela confirme une nouvelle hypothèse, de nouvelles idées à propos de l'origine de Chavin. Vous vous rappelez que Tellio pensait que Chavin était le berceau de la civilisation andine et que cette origine se trouvait dans la jungle. Pour lui, la civilisation allait de la jungle vers les montagnes. Aujourd'hui, notre hypothèse est complètement différente. Nous pensons que la civilisation andine est née près de l'océan. Parce qu'ils disposaient d'une nourriture abondante sur la côte, ça a permis le développement de la civilisation au point de construire ceci? Grâce à la grande richesse de la mer péruvienne. Et la civilisation s'est déplacée de la côte vers les hautes terres de l'intérieur. C'est donc depuis ces premières colonies de peuplement et grâce à une économie basée sur la pêche que la civilisation s'est répandue dans l'intérieur des terres, jusqu'à atteindre un jour Chavin. Mais une question demeure. Chavin a-t-elle importé ces techniques de contrôle des esprits de la Saldas et de Caral, ou bien ces techniques furent-elles développées dans les montagnes? Nous ne le savons pas. La réponse se trouve peut-être à l'intérieur des pyramides de Caral, sous les sables de la Saldas, ou peut-être cachée dans le mystérieux code du monolithe de Chavin.